Je voudrais d'abord vous redire encore, au terme de cette première journée de congrès, le plaisir qui est le mien, qui est le nôtre, de nous retrouver enfin après tant d'épreuves partagées. En 2019, à la veille de la plus forte secousse que le secteur sanitaire, social et médico-social, ses établissements et ses professionnels aient connue, j'avais entamé mon discours de nos Journées nationales de Bordeaux en pointant des difficultés et des tensions sans précédent. Nous n'imaginions pas alors que ce qui nous attendait serait bien pire. Pourtant, ce que nous avons vécu depuis 18 mois n'est pas d'abord la conséquence d'un virus, mais résulte de la succession d'arbitrages désastreux en matière de santé, arbitrages que nous avions dénoncés en vain, qu'ils aient porté sur les financements, l'organisation ou encore les ressources humaines. Ils ont laissé des établissements fragilisés, des équipes malmenées, des services déstabilisés, peu outillés pour faire face, ce qu'ils ont fait le moins mal possible, le mieux qu'ils pouvaient, plonger dans cette crise inédite et durable qui a affecté nos vies professionnelles et personnelles. Alors que nos gouvernants ont juré, la main sur le cœur, notamment lors du Ségur de la santé, que tout serait fait pour redresser au plus vite la situation, nous devons, hélas, constater que nous en sommes loin. Vous avez entendu le message que le ministre de la Santé nous adresse, de belles paroles, de remerciements et d'encouragement, l'annonce d'une conclusion statutaire pour les directeurs des soins, des références à la haute fonction publique. Personne ne prétendra que le rattrapage engagé, concrétisé dans un accord que la CFDT a signé, ne serait pas réel. Mais nous restons toutefois très loin du compte. S'il faut revoir le statut des directeurs des soins, obsolète, c'est que cela nous a été refusé jusqu'ici et cela leur reste pour les D3S et pour nos autres professions. La réforme de la fonction publique a surtout réduit le dialogue social, le droit syndical et plus généralement les droits des collègues. Si notre santé au travail a été compromise, c'est aussi parce que la pression sur les établissements a été démesurée, que le management qui nous est demandé a cessé d'être soutenable, que les contradictions ont épuisé les équipes par des réformes répétées, mal conçues et mal gérées. Or, à la suite de la crise et depuis le Ségur, la méthode n'a pas vraiment changé. C'est bien pour cette raison que l'équipe nationale et le conseil syndical ont choisi de centrer notre congrès sur le thème « Faire vivre nos valeurs » pour insister en ces temps troublés sur des fondamentaux, humanisme, solidarité, vertu du collectif et bien sûr de l'action syndicale. La méthode n'a pas vraiment changé pour le dialogue social, cela s'est aggravé. À tous nos congrès, comme à toutes nos journées nationales, nous avions connu une présence ministérielle. Je l'ai dit tout à l'heure, une fois la ministre elle-même à Tours, le plus souvent le directeur général ou la directrice générale de l'offre de soins. Au-delà de l'inévitable formalisme, il s'agissait néanmoins d'un exercice de dialogue social, nous permettant au moins d'exprimer les attentes des professions que nous représentons. Aujourd'hui, pour la première fois, alors que les directeurs, cadres, médecins et pharmaciens sont épuisés et en souffrance, notre invitation n'a pas reçu de réponse. Depuis bientôt 5 ans, il est devenu difficile d'avoir ne serait-ce qu'une écoute. Je prononce ce discours sans que cela soit possible, et cela non plus, nous ne l'imaginions pas. C'est devenu pire par la remise en question du cadre de l'action syndicale. Les CAPN sont privés de la plupart de leurs compétences. Le dialogue social est asséché pour les syndicats de directeurs. Et si un cadre vient juste d'être posé pour la négociation collective dans la fonction publique, il faut nous en saisir. Le refus des gouvernements successifs de considérer le syndicalisme que nous représentons avec la légitimité qu'il mérite, notamment l'expertise tirée de la connaissance du terrain, prive les collègues de garanties essentielles tout en laissant place au collectif et corporatisme de tous bords, qui rendent inaudibles les revendications construites et cohérentes que nous portons. Entre le discours présidentiel et gouvernemental et le contenu réel des réformes, l'écart est majeur, mais qu'il puisse devenir tel, nous ne l'imaginions tout simplement pas. Malgré les engagements répétés d'un retour à certaines valeurs républicaines, le constat est à l'opposé.
celui d'un détournement des règles de gestion statutaire sur fond d'affaiblissement des syndicats, signant le déni de l'équité de traitement jusqu'alors garantie par le statut de la fonction publique, bien malmené depuis la loi de transformation de la fonction publique. La méthode n'a pas vraiment changé pour l'action publique, c'est devenu pire aussi. À la suite de la crise, beaucoup espéraient un réveil des consciences, un monde d'après qui verrait émerger le meilleur, le sens de l'action retrouvé, les priorités revenant dans une logique de bienveillance, le collectif de travail reconnu, l'attractivité de nos métiers rétablie, la reconnaissance de l'expertise, la marge de manœuvre et la capacité à agir restaurée, la trêve de la contrainte budgétaire et financière. C'est devenu pire et il a fallu déchanter. Le rythme déjà effréné des productions législatives et réglementaires, parfois improvisées, tel un rouleau compresseur, ne s'est pas ralenti, précédé de consultations approximatives et précipitées. La refonte de tout notre cadre d'activité se poursuit, du système de santé au statut de la fonction publique, en passant par la gouvernance interne des établissements publics de santé, la représentativité, la santé au travail, et il est bien ardu d'y obtenir les inflexions que nous réclamons. Les limites antérieures subsistent et se prolongent, qu'il s'agisse de la réforme de financement, non prise à bras-le-corps, ou du nouveau report d'une loi autonomie grand âge qui nous était promise et qui est à nouveau reportée. Pour cette éternelle arlésienne, c'est un mauvais coup porté à nouveau à un secteur depuis trop longtemps sinistré, pour lequel le monde d'après, pourtant urgent, ne viendra pas. Le bouleversement de notre contexte d'exercice professionnel s'en trouve accéléré. Fusion excessive des pharmacies et des entreprises et associations, groupements hospitaliers de territoire et directions communes mal accompagnés, au risque d'une démesure bureaucratique, élargissement constant des périmètres et des missions, accumulation de normes et de consignes paradoxales, pression du temps guidée par la pensée performative, dilemmes professionnels et conflits éthiques qui n'ont jamais tant pesé sur nos missions et fonctions. L'écart est grandissant entre la réalité vécue par les professionnels et la projection d'un modèle d'organisation et de fonctionnement unique imposé par la technostructure et coupé des réalités que nous vivons, que dessine la succession de toutes ces réformes expéditives, empilées les unes sur les autres. La conjonction de ces erreurs de méthode est le manque d'écoute et il conduit à l'échec. Les exemples abondent dans l'actualité et nous en subissons les contre-coups, tout comme les professionnels et les usagers, au prix de pertes de chances qui étaient évitables. C'est le cas avec le projet de loi 3DS dans lequel l'exécutif cède à certains élus locaux. Il ne prête pas attention aux conséquences pour les directeurs des foyers de l'enfance et donc leurs usagers. Le rôle et la place des élus locaux, notamment départementaux, sont un débat depuis longtemps pour notre syndicat. Notre objectif est l'égalité de traitement des citoyens dans les territoires qui connaît des ruptures majeures qu'il faut corriger. Mais nous pensons que la déclinaison locale des politiques nationales ne se construit pas qu'avec des préfets, sanitaires ou non, et les directeurs nommés nationalement sur des critères de compétence et d'expérience. L'implication des élus a du sens. Les collègues le mesurent et l'expérimentent au quotidien. Elle doit cependant échapper au clientélisme et à une conception qui fait de l'élu un chef d'entreprise de sa collectivité plus qu'un acteur du bien-être de sa population. C'est le cas avec une conception de la santé publique qui reste étriquée et reléguée. Une bonne partie d'entre nous a été formée dans une école dont la santé publique est en principe la matière première. Pourtant, la santé publique demeure délaissée, voire méprisée, comme en témoignent par exemple les choix des postes au concours de l'internat. Quelle place aux préoccupations de santé publique dans les injonctions gouvernementales qui organisent nos actions quotidiennes? Quelle anticipation, quelles contributions aux politiques publiques sont attendues de nous? Il ne faudra pas que la secousse planétaire qu'a constituée la pandémie soit sans lendemain sur la prise de conscience des enjeux. La prévention et la promotion de la santé ne doivent plus passer après. L'éducation à la santé fait défaut parce qu'invisible, non financée ou si peu de professionnels formés dont on ne libère pas le temps pour réaliser cette mission indispensable.
C'est le cas avec les arbitrages budgétaires néfastes qui demeurent contradictoires. Une forme d'orthodoxie financière mortifère a montré ses limites. Après les plans de retour à l'équilibre, les trous à combler, la masse salariale à maîtriser, les yeux rivés sur le taux de marge brute et d'autres ratios absurdes à appliquer, la crise sanitaire a apparemment fait exploser les compteurs. Le quoi qu'il en coûte a été affiché. Reste à savoir si les prochains arbitrages permettront d'investir dans les besoins collectifs fondamentaux auxquels nos établissements devront répondre. L'attractivité des métiers, les compétences et la formation, les évolutions dans les soins, les prises en charge et les accompagnements, la modernisation des locaux et des équipements, les effets des variations climatiques et enjeux environnementaux. Mais les arbitrages, pour les 13 milliards d'investissements promis, semblent obéir à des critères peu transparents. Les choix entre la vie et l'hôpital sont ambigus et le médico-social et le social restent à la traîne. L'adresse vient de nous révéler, dans son document annuel sur les dépenses de santé, que la consommation de soins et de biens médicaux n'a progressé en 2020 que de 0,4%, soit la plus faible progression depuis 70 ans. Le renoncement aux soins et le repli des soins obligatoires qu'il explique devront être mis en rapport avec les évolutions ultérieures de morbidité et de mortalité. Dans le même temps, le déséquilibre de l'assurance maladie n'a jamais été aussi massif, à hauteur de 30 milliards. C'est le cas avec des décisions salariales dans notre fonction publique, très injustes. Des efforts réels pour les rémunérations ont été actés lors du Ségur de la santé après tant d'années, les deux pieds sur le frein, dont le gel du point d'indice et les retards de transposition dans l'hospitalière des décisions prises pour l'État. Mais l'application partielle des mesures, par une approche jamais vue jusqu'ici, appliquant le complément de traitement indiciaire aux agents selon leur secteur d'activité et le statut juridique de leurs établissements, a créé des iniquités incompréhensibles et inexplicables, sauf à envisager de démanteler notre versant de la fonction publique. C'est le cas avec des choix qui n'assurent pas l'avenir au risque de carences graves. La loi a supprimé le numerus clausus, du moins dans l'apparence, laissant entendre que les médecins seraient formés selon les besoins. Mais c'est un objectif quantitatif qui en prend la relève, ce qui sera loin de garantir la disponibilité ultérieure de professionnels formés pour réduire les déserts médicaux et occuper les emplois hospitaliers. La lutte contre le mercenariat restera vaine si la pénurie dicte la réalité de la répartition territoriale des activités de soins. Le dossier de la liberté d'installation, celui des honoraires et de leur dépassement restent des tabous. C'est évidemment le cas avec les décisions contradictoires face à la crise sanitaire. Après l'affirmation présidentielle d'un état de guerre, peu après l'invitation à aller au théâtre, nous avons pu mesurer collectivement l'impréparation de l'État et le manque d'anticipation face à l'épidémie. Puis nous avons été confrontés au manque d'équipements individuels de protection, aux pénuries de médicaments, de dispositifs et de matériels médicaux, à l'absence de stratégie concertée, aux errements sur les réponses thérapeutiques possibles, aux messages et aux injonctions contradictoires. Dans nos professions, nous avons vécu la crise au quotidien, intensément, dans son lot de souffrances, mais aussi de prouesses des équipes. Cette carence de l'État, nous ne l'imaginions pas non plus. Dans la dernière période, c'est le sujet de la vaccination contre la Covid-19 qui a illustré plusieurs paradoxes de la gestion publique. Le lancement de la campagne a été laborieux. À aucun moment, la confiance dans les acteurs de terrain et leur capacité à mettre en œuvre une politique dont ils avaient compris les enjeux et l'intérêt ne leur a été acquise. Pendant que certains d'entre nous étions sommés de faire mieux et plus vite, alors que la logistique d'acheminement des doses patinait, l'exécutif, affolé par des alertes, suspendait l'administration d'un vaccin dès la première, pour faire volte-face quelques jours après, alimentant les doutes. L'accélération de la campagne a été suivie de la mise en place du pass sanitaire. On peut regretter, en démocratie, que la méthode privilégie le bâton et la posture martiale, plus que l'incitation et l'explication devant les questionnements face aux incertitudes sur l'efficacité et les effets secondaires possibles, mais aussi que l'on mette tous les œufs dans le même panier sans consentir les mêmes efforts à la recherche et à la diffusion de traitements. La vaccination des personnels des établissements laissera sans doute des traces.
L'obligation vaccinale et le mécanisme de suspension qui l'accompagne ont permis d'atteindre une couverture massive des personnels, là où l'incitation se heurtait à un scepticisme et une résistance chez certaines catégories, soignantes et autres. Les faibles résultats des campagnes vaccinales, facultatives contre la grippe saisonnière, y compris dans les services de patients et de résidents vulnérables, étaient un précédent qui aurait dû alerter. Cela s'explique peut-être par une insuffisante motivation altruiste, sûrement aussi par le doute sur l'efficacité vaccinale. Restent des agents qui refusent toujours le vaccin. La perte de tout agent pour ce motif est douloureuse et personne, ici, ne fera comme ceux qui, dans les médias ou sur les réseaux sociaux, saluent d'un bon débarras les démissions et suspensions. Pas seulement en raison de la pénurie de personnel qui touche nos secteurs, mais aussi parce que ces départs signent une incapacité d'atteindre un consensus sur ce qui est pourtant le cœur de nos engagements professionnels. La situation dans les territoires ultramarins est à cet égard différente, la résistance plus collective à la vaccination ayant d'autres ressorts profonds. Dans ce contexte particulièrement complexe, le 5A CFDT ne se décourage pas. Nous pouvons être fiers, collectivement, de l'action menée dans des conditions difficiles et nous serons bien entendu ambitieux et combatifs dans la prochaine mandature. Le syndicalisme, la meilleure réponse pour défendre nos professions et l'intérêt général. Avec tous ses adhérents, le 5A CFDT est porteur d'une fierté, avoir tenu bon, malgré l'affaiblissement des structures, l'usure des personnes, le grignotage méthodique de nos garanties et l'absence d'écoute et de dialogue. Il demeure d'extraordinaires énergies qui ont permis souvent d'éviter le pire et qui sont encore à pied d'œuvre. Le 5A CFDT, comme toute la CFDT, ce n'est jamais la résistance désespérée. C'est porter un diagnostic réfléchi et lucide, élaborer collectivement un état des lieux, construire des solutions, imaginer des voies de passage pour les concrétiser. Comme l'a dit Laurent Berger très récemment, il avait dit aussi qu'il était mortel, mais il l'a dit très récemment, le syndicalisme ne parie pas sur l'avenir, il le construit. Cela vaut, y compris quand le dialogue est rendu compliqué par une pratique des pouvoirs publics qui nous propose trop souvent une bienveillance de façade qui masque mal l'indifférence, voire le mépris sur ce que nous pensons et analysons. Ce mandat a été marqué par des combats menés et des résultats indéniables. Le défi que nous avons eu à relever est celui d'un investissement syndical tous azimuts pour répondre, réagir, analyser, informer, peser dans le déluge de propositions, de consultations en urgence, en conservant l'exigence de précision, d'expertise, d'argumentation et la volonté d'agir sans céder à la tentation d'une communication coup de gueule, d'un courrier type facile à dégainer et afficher. Nous avons continué à faire bouger les choses plutôt que de faire du vent. Il faut mesurer à quel point le 5A CFDT a dû se mobiliser, mais aussi changer sans perdre son identité, y compris depuis le début de la crise, qui a fini par nous couper de toute relation avec le ministère. La loi de transformation de la fonction publique a réduit fortement les attributions des syndicats dans la gestion des corps au niveau national. Nous avons agi pour maintenir notre rôle par le dialogue et la construction de processus discutés avec le CNG, notamment lors de la mise en place à notre corps défendant des instances collégiales et dans la discussion des lignes directrices de gestion. Nous avons tenu notre position de syndicat majoritaire pour pallier les régressions majeures et construire au mieux dans l'intérêt des collègues. Des progressions ont été obtenues parce qu'inlassablement défendues, portant sur les conditions d'exercice, une reconnaissance nouvelle avec des dispositifs ad hoc qu'il faudra encore évaluer. Des gains statutaires longuement attendus ont été obtenus, surtout pour les DH, s'agissant de transpositions tardives de la fonction publique de l'État, mais aussi quelques-uns pour les DS et les D3S et les attachés, même si c'est très loin d'être à la hauteur des attentes, des attentes. Des mesures de sécurisation GHT, l'extension des indemnités de direction commune aux 3 corps de direction, la rémunération et le régime indemnitaire des élèves directeurs, dont l'alignement sur les écoles comparables est promise début 2022. La prise en compte de la qualité de vie au travail pour les directeurs, avec le processus de traitement et de signalement des situations à risque psychosocial, et enfin, un plan de travail prometteur avec la DGOS et le CNG, même si le calendrier risque encore de glisser. Le 5A va s'investir encore plus pour peser sur les politiques publiques.
L'élection présidentielle, avec son corollaire de personnalisation et de débats clivants, censés souder chaque camp, participe de la fatigue démocratique. Nous allons nous employer, modestement, mais avec détermination et constance, à pousser dans le débat public les dossiers de la santé. Le plus souvent, les programmes des candidats sont faits plus de promesses que d'analyses réfléchies, au risque de la démagogie. Nous interviendrons pour rappeler les enjeux, expliquer les complexités, mettre en relief les objectifs, soumettre des indicateurs pour justifier le bien-fondé des choix à réaliser. Nous rappellerons le rôle de nos établissements, la nécessité d'articulation efficace entre la ville, l'hôpital, le médico-social et le social. Nous exposerons la nécessité de politiques de ressources humaines exigeantes pour l'attractivité des métiers et pour l'égalité entre les sexes dans nos professions du soin et de l'aide à la personne. Nous insisterons sur la transparence indispensable dans les investissements et l'utilisation des ressources. La réforme de la fonction publique arrive dans les établissements et, en tant que directeurs et cadres, nous devrons être vigilants pour éviter les effets néfastes que nous décelons au niveau central sur le respect des procédures et l'égalité de traitement des personnels. À nous de faire vivre un dialogue social plus riche, plus dense, moins fait de postures et plus de propositions, moins de conflits stériles, mais plus de confrontations fructueuses. C'est un chemin ardu, mais nous sommes convaincus, au 5ACFDT, que c'est cette voie qui pourra sortir nos secteurs d'une sorte de déprime collective qui se manifestait déjà avant la pandémie. Les directeurs du secteur privé constituent un vaste champ d'action. La défense individuelle dans des situations très périlleuses est le lot commun. Nous devrons aussi explorer d'autres voies pour assurer une forme de représentation collective des collègues, objet de la table ronde de demain. La fédération, Ève nous l'a dit, nous a fourni, avec la mise à disposition d'un temps syndical de directeur à temps plein, un levier très important pour progresser dans ce secteur. C'est un objectif majeur de ce mandat qui vient, car il faut sortir les directeurs du privé de l'angle mort dans lequel ils sont cantonnés dans leurs associations et entreprises. C'est un travail qu'il nous faut mener de concert avec notre fédération qui a obtenu l'ouverture de la négociation de la convention collective unifiée du secteur associatif. Les directeurs des soins sont suspendus aux discussions en cours, obtenues de haute lutte par la CFDT dans le Ségur de la santé. C'est un dossier difficile, après des années de blocage et de déni. Le 5ACFDT porte une vision exigeante quant au niveau des responsabilités exercées, au cœur des changements, des établissements et des instituts de formation. Il porte une vision ouverte qui s'oppose à celle d'un corps uniquement destiné à parachever la carrière de cadres de santé eux-mêmes sortis du rang. Les DS ne sont pas que des vigies des valeurs du soin au sein des équipes, encore moins les détenteurs d'un pouvoir sur une hiérarchie soignante chargée de faire pièce au pouvoir médical. Ils sont surtout des directeurs à part entière. L'unicité statutaire des H et des 3S est un chantier qui doit enfin s'ouvrir. L'arbitrage gouvernemental à venir marque une étape décisive. À nous de démontrer, car nos arguments sont solides, que les opposants irréductibles désormais minoritaires ne peuvent plus rien contre l'évidence. Celle d'une réalité de terrain que la crise rend encore plus visible, celle d'un management pour servir non de supposées prérogatives, mais l'offre de soins sociales et médico-sociales au sein des structures et des territoires. Oui, tous les directeurs doivent agir au quotidien pour l'ensemble des populations, pour un accès à l'offre publique qui garantisse un égal accès aux meilleurs soins. Les lits d'EHPAD publics sont pour une majorité en gestion hospitalière. Les filières se construisent. Le social et le médico-social ont besoin des activités de médecine, de chirurgie obstétrique et de la psychiatrie, et inversement. C'est le point commun qui nous rassemble et qui milite pour l'unicité des deux statuts dans une gestion de nos emplois attractive et simplifiée, y compris pour l'administration, des ARS au CNG et jusqu'au ministère concerné. C'est bien plus que de demander l'alignement des dérémunérations, ça c'est facile. C'est une vision intelligente et lucide. C'est la réalité du partage des responsabilités dans les équipes et les territoires
qui implique un statut unique et commun et donc des carrières identiques. Nous pouvons aisément témoigner, à travers notre engagement dans la gestion des corps et des emplois, dans l'accompagnement des collègues, à quel point les réalités que nous vivons nous sont communes. Nous voulons passer par les nouveaux outils de la négociation d'accords collectifs dans la fonction publique pour mettre enfin le dossier sur la table. Nous ne nous laisserons pas voler l'inscription de l'arbitrage sur l'unicité annoncée par ceux qui ne voient que le moyen de l'enterrer sur des motivations identitaires, éculées et corporatistes. À la loyale, avec des arguments éprouvés que nous sommes une majorité à défendre. Les pharmaciens salariés d'officine sont à la peine dans un contexte de raréfaction de l'emploi et de chômage galopant du fait des regroupements, des fusions-rachats, des fermetures de pharmacies. On observe un décrochage important de la rémunération de ces professionnels de santé à qui la politique gouvernementale confie des responsabilités accrues auprès de la population et en même temps leur ferme la porte du recrutement en pharmacie à usage intérieur, en hôpital et en EHPAD, faute de détention du DES. Là aussi, le processus de négociation des salaires et des classifications est difficile, malgré leur engagement dans la crise sanitaire. Notre rapport d'activité l'a montré, les médecins demeurent une catégorie auprès de laquelle notre audience est encore confidentielle. Les raisons sont connues. Identité professionnelle singulière, offre syndicale encore trop corporatiste, parfois même disciplinaire, vaste et éparpillée, même si elle a quand même évolué. Défaut de véritable lieu de dialogue social, notamment localement, et que pourtant, nous, au 5A-CFDT, nous défendons en leur nom. Les adhésions de médecins au 5A-CFDT témoignent d'abord d'une communauté de valeurs dont nous nous félicitons. Il nous faut cependant poursuivre nos efforts pour construire des ponts avec ceux qui estiment, avec nous, que d'autres moyens d'expression syndicale sont possibles, conciliant l'identité professionnelle et l'engagement collectif, d'abord au sein des structures qui les emploient, mais aussi dans une organisation confédérée. Les attachés d'administration hospitalière souffrent d'un statut à la traîne, au regard des autres fonctions publiques. L'emploi contractuel y reste très fort, faute d'avoir su prendre le virage de l'attractivité. Les différences sont criantes quant à leur régime indemnitaire, au-delà des aspects statutaires qui les alignent déjà sur les attachés des deux autres versants. Les changements de contexte des métiers, en lien avec la technicité accrue de certaines fonctions, l'exercice territorial et les regroupements d'établissements bousculent la vision classique des fonctions. Les attachés subissent les contre-coups de la gestion des équipes de direction. Un chantier de cartographie des emplois et de gestion prévisionnelle est largement à construire. Pour les ingénieurs, les fonctions évoluent en lien avec les organisations des équipes, comme en témoignent des candidats au tour extérieur de directeur d'hôpital. Certains collègues occupent des fonctions de direction, aux côtés de métiers plus classiques, en maintenance immobilière, travaux, biomédicales. La place des contractuels est là aussi très significative, ce qui révèle les faiblesses d'un statut à rénover. De nombreux sujets transversaux nous mobiliseront aussi. Il faut enraciner et étendre les acquis, par exemple la médiation, le signalement et le traitement des risques psychosociaux, prendre appui sur les premiers mouvements engagés dans la fonction publique pour construire des outils spécifiques et dédiés à la santé au travail des directeurs et des médecins, revoir les processus d'évaluation, la gestion prévisionnelle des métiers et des compétences et l'accompagnement pour des parcours réussis. Nous aurons besoin d'une école, une HESP et d'un CNG disposant des moyens nécessaires, ce qui n'est pas encore assuré. Nous aurons aussi à intervenir dans le dossier de la gouvernance des établissements publics de santé pour éviter, dans la mesure du possible, que les dogmatismes qui ont présidé aux évolutions du droit ne produisent des effets ingérables. Il faut espérer que l'intelligence des personnes pourra compenser les écritures législatives et réglementaires inadaptées, mais aussi obtenir que le bilan soit tiré et que les corrections nécessaires soient ensuite apportées. Il nous faudra aussi rappeler que la gouvernance n'est pas faite de pouvoir, mais de responsabilité, et faire admettre que le flot des restructurations permanentes doit s'interrompre, laissant les acteurs libres en faisant confiance à leur sens du service dans une stabilité retrouvée.
Le 5A CFDT est en ordre de marche. Il est mobilisé, il est déterminé, il dispose de tous les moyens de l'action syndicale, il est fort de l'engagement et de la fidélité de ses adhérents, du soutien des collègues qui lui font confiance. Il est aussi fort de son appartenance à une fédération et une confédération qui ont prouvé leur capacité à avoir prise sur les événements et à réussir la transformation sociale. Avec elles, il s'engage dans une nouvelle étape de son développement au service de nos professions, de nos établissements et de tous ceux qui leur font confiance. Je vous remercie.